S'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous en sommes maintenant rendus à l'audition de Québec international. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Commission. Alors, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour vous présenter également les grandes lignes de votre mémoire. Et ensuite, nous allons procéder à la période d'échange avec les parlementaires. Alors, pour l'heure, le micro, pour les 10 prochaines minutes, le micro est à vous. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Membres de la Commission des relations avec les citoyens, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à Québec international en acceptant de nous inviter à participer aux travaux de la Commission portant sur la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. C'est avec honneur pour moi, Carl Viel, PDG de Québec international, et mes deux collègues, ici présentes, Mme Marie-Josée Chouinard, vice-présidente Talents internationaux et investissements étrangers, à ma droite, à votre gauche, et Elisa Renko, directrice mobilité internationale de Québec international, que d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur le sujet. L'une comme l'autre sont des collaboratrices expérimentées en attraction et en recrutement de talents. Et je me permets d'ajouter que nous travaillons déjà de concert avec Mme Renko bien avant son arrivée, c'est-à-dire lorsqu'elle était au Brésil, son pays natal. À titre d'agence de développement économique régional, Québec international favorise la croissance des entreprises, le soutien au secteur de force et attire dans la région talents et investissements. Or, déjà en 2008, l'enjeu de la main-d'œuvre se pointait à l'horizon et incitait l'organisation à déployer des initiatives en recrutement international, des missions, etc. Au fil des années, l'attraction de talents est devenue un des mandats importants de l'Agence. Nos efforts visent principalement à attirer et retenir des travailleurs qualifiés et des étudiants francophones en provenance de l'étranger. Je me permets de souligner ici que l'Agence a été précurseur et les premiers au Québec en étant actifs dès 2008 et nous avons depuis conclu plus de 90 missions de recrutement de travailleurs d'étudiants internationaux en provenance principalement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique latine et qu'ils se sont réalisés à travers les années de façon virtuelle et présentielle. Des initiatives qui ont contribué à l'accueil de plus de 28 000 nouveaux arrivants dans la grande région de Québec, incluant les travailleurs, les étudiants et leurs familles. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre que connaît actuellement le Québec et particulièrement les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, l'Agence est plus que consciente du rôle essentiel que joue la part des personnes issues de l'immigration sur le territoire. En cohérence avec la réforme des programmes d'immigration permanente et plus particulièrement la présente consultation publique, je centrerai mes propos sur quelques-unes des 25 recommandations proposées dans le mémoire que nous avons soumis, et ça en réponse aux enjeux et aux défis ciblés. Québec international est en faveur de la réforme réglementaire, incluant les mesures significatives qui permettront au gouvernement du Québec de remplir son engagement et de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Dès 2008, l'enjeu de la main-d'œuvre est venu préoccuper les entreprises de la région de Québec puisque le territoire vivait déjà le plein emploi. Une situation principalement tributaire à la structure démographique et du vieillissement de la population, à laquelle il faut s'ajouter une croissance rigoureuse et continue. C'est ainsi que l'enjeu de la rareté de la main-d'œuvre est venu orienter Québec international dans le développement d'actions concrètes visant l'attraction et la rétention de talents. Depuis maintenant 15 ans, l'Agence accompagne des centaines d'entreprises dans leurs efforts de recrutement à l'international et des établissements d'enseignement pour l'attraction des travailleurs et des étudiants internationaux. Nous favorisons dès lors une immigration économique francophone dans la région de Québec. Néanmoins, entre 2015 et 2021, la région de Montréal a accueilli plus des 3/4 des immigrants admis au Québec, soit l'équivalent de 3 fois son poids démographique. Au cours de cette même période, la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont reçu des parts d'immigration admises au Québec inférieures à leur poids démographique. Par conséquent, Québec international est favorable à l'augmentation du seuil d'immigration permanente à 60 000 par année, mais espère que le gouvernement du Québec attribuera 100 % de cette progression du nombre d'immigrants à l'ensemble des autres régions du Québec, hors la grande région de Montréal.
la RMR de Montréal. Également, l'Agence a formulé le souhait que le gouvernement du Québec se donne pour objectif que la région de Québec accueille 15 % des personnes immigrantes sélectionnées. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années dans la région de Québec et ont porté fruit. Cependant, considérant ces résultats, il serait bien de reconnaître la zone économique métropolitaine, la ZEM, à titre de deuxième pôle en importance en matière d'immigration et faire de cette opportunité une priorité. Par ailleurs, Québec international est en accord avec un traitement en continu des demandes dans le cadre du programme de l'expérience québécoise, le PEC, visant les diplômés du Québec. Cependant, si la volonté de cette mesure est de permettre d'attirer davantage d'étudiants étrangers vers les établissements d'enseignement en région, il apparaît important que l'accès au marché du travail dans le domaine de formation choisi par l'étudiant international soit mis de l'avant. Favoriser l'attraction d'étudiants dans des domaines où le taux de placement en emploi est favorable demeure essentiel. De plus, Québec international suggère au gouvernement du Québec de ramener le PEC pour les travailleurs étrangers temporaires à une exigence de 12 mois travaillés comme lors de sa première mouture. Il est primordial que ce programme puisse demeurer compétitif à l'échelle canadienne et s'arrimer aux nouvelles normes en vigueur de la catégorie de l'expérience canadienne disponible dans le reste du Canada. Considérant les démarches administratives et les frais relatifs au renouvellement des permis de travail, serait grandement allégé autant pour les employeurs, les travailleurs et l'administration publique et permettrait ainsi une rétention plus grande des nouveaux arrivants en région. De plus, en prenant en compte que l'entièreté des critères fixés par le gouvernement du Québec pour favoriser une pleine intégration des personnes immigrantes au marché du travail et tout en renforçant l'importance du français comme langue commune au Québec sont remplis, il serait souhaitable que les travailleurs temporaires établis en région et admissibles au programme de l'expérience québécoise puissent bénéficier d'un traitement en continu hors des seuils des 60 000 proposés. Pour atteindre son objectif visant la régionalisation des personnes immigrantes au Québec, l'Agence propose également de favoriser l'utilisation de nombreux leviers à la disposition du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, en prenant en considération les propositions suivantes. Attribuer des points supplémentaires dans le système de classement aux personnes résidant en région afin d'augmenter leur probabilité et de faire partie des rondes d'invitation, créer des rondes d'invitation spécifiques pour les personnes en statut d'immigration temporaire et déjà établies en région, assurer une approbation plus rapide des offres d'emploi validées en région pour les candidats qui sont encore à l'étranger et maintenir dans le futur le nombre de personnes réfugiées sélectionnées établies en région. De plus, Québec international salue chaleureusement la proposition du MIFI de réformer les programmes pour les entrepreneurs immigrants ainsi que les ajustements qui seront rattachés. Ces modifications étaient attendues depuis plusieurs années et nous croyons que les efforts seront bénéfiques. Cela dit, en cohérence avec les changements annoncés, un programme de proximité auprès des potentiels entrepreneurs immigrants s'avère nécessaire si le gouvernement désire atteindre ses objectifs, tant au niveau des volets entreprises innovantes, démarrage d'entreprise ou reprenariat. Pour plusieurs nouveaux arrivants, l'établissement au Québec est aussi un projet familial. L'immigration et toutes les transitions vécues par les personnes immigrantes les obligent à reconfigurer leurs relations familiales et scolaires. Aussi, certaines situations peuvent rendre difficile l'adaptation des membres de la famille. Afin de pérenniser les efforts d'attraction des travailleurs provenant de l'international, une attention particulière doit être accordée aux conjoints et conjointes. L'intégration socio-professionnelle des membres de la famille est un facteur clé pour la rétention des personnes immigrantes en région et sur l'ensemble du territoire québécois. À ce propos, à travers notre mémoire, vous trouverez certaines pistes d'amélioration à envisager relativement à l'intégration professionnelle, la franchisation, l'intégration sociale, le logement, les services de garde éducatifs à l'enfance. En terminant, une dernière réflexion, Québec international accueille positivement la démarche du gouvernement de proposer à cette consultation publique le scénario d'augmenter les seuils d'immigration et en parallèle d'améliorer le fonctionnement des différents programmes d'immigration économique. Le Québec aura davantage à assurer une meilleure réponse possible aux besoins de main-d'œuvre, et ce, particulièrement dans des secteurs clés de l'économie et des régions. Les personnes issues de l'immigration enrichissent notre communauté de leur diversité, de leur culture. Elles méritent que l'amélioration du système d'immigration au Québec fasse partie des priorités gouvernementales.
Ces recommandations et les enjeux devraient être soulevés dans le cadre de cette présente consultation et portés à votre attention. Et je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre attention. Il me fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme prévu, on va commencer la période d'échange avec la banquette gouvernementale. Madame la ministre, vous bénéficiez d'un temps total de 16 minutes 30 secondes. Le micro est à vous. Merci Madame la Présidente. Alors, merci Monsieur le PDG, merci à vous trois d'être là et de prendre part à cet échange sur un thème de grande importance et vraiment vous occuper un poste qui vous donne une vue, qui vous offre un observatoire particulièrement intéressant pour l'ensemble des enjeux dont on traite dans le cadre de cette commission parlementaire. Donc, c'est vraiment très intéressant de vous entendre. Merci pour votre appui aux réformes réglementaires que l'on a présentées au printemps dernier. Je suis ravie de voir que ça correspond, ça cadre avec des besoins que vous voyez donc sur le marché de l'emploi et en termes économiques également. Alors, j'ai plusieurs questions, donc on va enchaîner rapidement sur la première d'entre elles. D'une part, vous proposez là, de retenir le scénario de l'augmentation des seuils à 60 000, mais demander que cette augmentation soit totalement attribuée aux régions. Alors, je me demandais comment est-ce que vous verriez qu'on puisse répartir cette augmentation-là équitablement entre l'ensemble des régions? Quelle serait la mécanique que vous verriez à utiliser là, pour être équitable? Oui, je peux y aller. En fait, dans la proposition là, du programme de sélection permanente, on voit plusieurs critères qui ont été identifiés. Donc, on pense qu'on pourrait ajouter des rondes d'invitation pour spécifiquement des gens qui sont déjà établis en région pour augmenter ces seuils. Ça pourrait être un objectif qu'on se donne d'améliorer cette invitation à la suite des déclarations d'intérêt des gens qui sont déjà dans la région. Le gouvernement a une situation qui est particulièrement intéressante actuellement, puisqu'on sait que beaucoup de travailleurs étrangers temporaires qui sont établis en région. C'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau. Alors, il y a des leviers ici là, qui sont très, très favorables à l'occasion de cette consultation-ci. Pourra atteindre, dans le fond, les objectifs advenant un rehaussement avec déjà les gens sur place, que leurs compétences vont correspondre avec les champs d'activité économique présents en région? Oui, assurément, parce que ce qu'on remarque d'abord, c'est que c'est des gens qui sont déjà intégrés, ils sont déjà logés, ils sont déjà dans les entreprises, quelques étudiants sont en train d'étudier. C'est des gens qui, la plupart, sont déjà intégrés dans une communauté francophone. Donc, tous les critères, je dirais, sont cochés là, pour être capable de répondre à cet objectif-là. Et est-ce que vous pourriez me donner votre lecture au niveau de préparation, par exemple, de la capitale nationale ou du Chaudière-Appalaches, pour accueillir davantage d'immigrants, de personnes immigrantes, advenant qu'il y en ait davantage, parce que vous me dites, dans le fond, ils sont déjà présents sur le terrain. Donc, est-ce que vous pensez que le niveau de préparation est là, notamment sur le plan collectif, mais aussi au niveau plus micro, au sein des entreprises? Est-ce que le niveau de préparation est adéquat dans les entreprises? Je pense que la région de Québec, si on parle au niveau du Québec dans son ensemble, c'est la région qui bénéficie d'un écosystème le plus favorable, je dirais, pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Dans un objectif de régionalisation de l'immigration, il faut saisir cette opportunité-là. D'abord, économiquement, vous savez, la région va très bien. Les gens sont intégrés en emploi. On fait partie des régions où le taux d'employabilité des personnes immigrantes est le plus haut au Canada, même. On peut être fier de ça. Les infrastructures locales ont besoin de financement, assurément, de pouvoir être accompagnées dans cet objectif qu'on pourrait se donner, mais elles sont présentes et elles sont existantes. Donc, il y a une multitude d'organismes qui sont dédiés à l'accueil, à l'intégration des personnes immigrantes. Alors, on considère que l'écosystème est déjà tout mis en place pour pouvoir répondre à cet objectif-là. Pour ce qui est des entreprises, c'est un travail du quotidien, assurément. On voit qu'il y a eu, dans les dernières années, une évolution, je dirais, majeure au niveau de l'implication des entreprises. Il y a quelques années déjà, on se posait la question à savoir s'il y avait même des gens en ressources humaines dans les entreprises, alors qu'aujourd'hui, oui, il y a des équipes de ressources humaines qui se structurent, mais en plus de ça, on a de plus en plus d'équipes qui ont des gens spécialisés en mobilité internationale.
Alors, en termes d'accueil, d'intégration, bien sûr, les entreprises ont besoin d'être accompagnées par des experts qui les entourent, mais tout est favorable pour ça. Par contre, là où on voit qu'il y a peut-être un angle mort, c'est au niveau de la plus petite entreprise, où à ce moment-là, il y a vraiment des efforts supplémentaires à faire parce que de leur structure finalement interne, bien, souvent, ils n'ont pas les équipes en place là, pour répondre à tous les besoins qu'ils pourraient avoir au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants, des familles, etc. Si je peux me permettre de compléter sur le point de Mme Chouinard là-dessus, je pense que le dernier élément est très important. Le tissu des entreprises à l'extérieur de la grande région de Montréal, on est souvent avec de la PME, de la plus petite entreprise, et souvent, les entreprises n'ont pas une fonction ressources humaines. Donc, le niveau d'accompagnement doit être bien structuré et bien fait afin d'aider les gens à pouvoir les aider dans un processus et d'aller à l'international aussi pour les accompagner dans les volets de la sélection des candidats, candidates et par la suite, tout le volet d'accompagnement une fois les candidats, candidates arrivés sur le territoire, s'assurer de leur intégration tant en entreprise que d'un point de vue personnel et aussi dans bien des cas familial. On sait que dans bien des cas, une des grandes orientations qu'on a prises depuis le départ, c'est d'attirer dans la région des familles qui nous permettent aussi d'avoir justement atteint le chiffre de 28 000 à travers les années lorsque c'est un projet familial. On croit aussi qu'on a des meilleures chances de rétention des candidats, candidates et de la famille qui a déjà fait un premier déplacement. Et les gens aussi s'insèrent dans leur communauté par les enfants, souvent par le volet scolaire aussi. Donc, c'est des éléments à prendre en considération. Donc, la présence de la famille est un des facteurs de rétention importants. Comment est-ce que vous verriez qu'on promeuve davantage les régions, la diversité, la qualité de vie, les opportunités d'emploi des régions quand on fait du recrutement à l'international? Qu'est-ce que vous verriez comme bonification de ce côté-là? Je dirais d'abord, une des recommandations, c'est de favoriser des missions qui sont davantage régionales parce que nos entreprises souvent trouvent difficile la compétition avec des entreprises montréalaises. Donc ça, c'est un commentaire qu'on a régulièrement. L'autre chose, c'est de pouvoir s'assurer que les gens qui sont basés dans les directions des services d'immigration à l'étranger puissent être bien formés en matière d'atouts régionaux. Souvent, il y a des recrutés locaux qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion déjà de visiter les régions du Québec. Alors, ça peut être une des approches qu'on peut préconiser. Mais on tient à souligner que les missions de recrutement qui ont été mises en place dans le cadre des Journées Québec sont clairement pour nous une clé de succès au niveau de l'attraction. Longtemps, on a pensé la régionalisation en attraction de Montréal vers les régions. Maintenant, avec ces missions de recrutement, avec la mobilisation des employeurs qu'on voit à travers ces missions-là, on a réussi, à notre sens, le pari de faire de l'immigration une immigration primaire de l'international vers les régions. Donc, on voit vraiment actuellement là, des effets boule de neige. D'ailleurs, on pense que plus il y aura d'immigrants en région, plus le cercle vertueux va se créer parce que c'est dit qu'une personne immigrante va choisir souvent un lieu d'établissement à partir du moment où il connaît quelqu'un dans cette région. Donc, je pense qu'on est en train de changer ce cercle qui, à l'époque, était davantage favorable à Montréal, mais on peut lui donner une petite impulsion supplémentaire. Si je peux me permettre deux autres éléments, je pense qu'il y a une importance, comme dans d'autres secteurs ou dans d'autres orientations, d'avoir justement les missions où on a les gens des régions qui sont présents. Les gens sont toujours les mieux placés pour, en bon québécois, vendre leur région, leur milieu de vie, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Ils le connaissent. Ils peuvent parler des forces, des faiblesses de chacune d'elles. Et Marie-Josée en a fait aussi référence, Mme Chouinard. Il y a aussi, dans certains des cas, bien, il y a une compétition pour les mêmes types d'emplois, d'employés. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait un focus avec les régions, bien, on a beaucoup plus de facilité à attirer les gens en région aussi. De la musique à mes oreilles, cette idée-là que la sauce est en train de prendre, comme on dit. C'est parfait, c'est ça qu'on souhaitait. Dans la section 3.8, la recommandation 16, en fait, vous suggérez la création d'un mode de service réservé pour le Québec, là, similaire au mode de service réservé qu'il y a à IRCC. Donc, quel service additionnel vous souhaiteriez qu'il soit rendu disponible avec ce type d'approche de mode de service réservé? En fait, ce que nos employeurs nous disent souvent, c'est qu'ils aimeraient avoir un contact humain personnalisé
particulièrement lorsque c'est le cas d'une entreprise qui recrute beaucoup à l'international. Québec International, on a été désigné comme partenaire de recommandation. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Immigration qui nous a introduit au gouvernement fédéral. Et par le mode de service réservé qu'on retrouve maintenant au fédéral, Québec International, on est en mesure de faire une recommandation d'un employeur. Nous devons bâtir l'argumentaire au préalable pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Nous devons démontrer les impacts économiques que cet employeur peut avoir dans notre région, le fait qu'il recrute beaucoup. Mais à partir du moment où le lien est fait, l'entreprise est rattachée à un fonctionnaire nommé. Alors, ça évite de devoir, de raconter de nouveau l'histoire lorsque il y a des enjeux et des complexités. Donc, c'est plus pour du service conseil de qualité, je dirais, pour des employeurs qui sont très actifs. Pour faciliter le suivi, on comprend bien. Exactement. OK, bien merci. Alors, Madame la Présidente, je vais partager le droit de parole avec des collègues. Bien entendu. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, la députée d'Iberville pour une période de 6 minutes. La parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup. Madame Chouinard, on s'était rencontrés dans la rencontre régionale pour Chaudière-Appalaches et la capitale nationale. Donc, enchantée de vous revoir. Vous avez mis de l'avant dans la section 3.5.3 de mettre sur pied un maillage, entre autres pour les personnes en entreprise, vous l'avez mentionné aussi pendant la présentation, là, pour les employés ou les nouveaux entrepreneurs. Quel genre de maillage précisément ça pourrait être? Si je peux me permettre là-dessus, pour nous, l'importance, premièrement, c'est d'amener les entreprises à pouvoir fonctionner par elles-mêmes. Donc, il est très important qu'on soit capable d'amener les gens à devenir, je dirais, autonomes plutôt. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans le maillage, ce qu'on a constaté à travers les années, c'est qu'on a mis en place des cercles de pratique, c'est-à-dire que les entreprises partagent entre elles ce qu'ils font. Je vais donner 2 exemples un peu simplistes. 2 entreprises s'en vont dans une mission de recrutement. Une entreprise revient avec 10 candidats, l'autre revient avec 1 candidat. Bien, de voir comment ça se fait que dans votre cas, vous avez été capable d'aller chercher les 10 que vous vouliez, l'autre en cherchait 10, n'en a qu'un. Est-ce que c'est des fois la terminologie que vous avez utilisée, c'est la façon? Donc ça, c'est des éléments qui permettent dans le maillage justement de partager. Deuxième élément aussi qui est important, on va continuer avec le même exemple. Les 2 ont recruté un même nombre de personnes. 2 ans plus tard, une entreprise a toujours ses 10 travailleurs, l'autre n'en a qu'un. Qu'est-ce qu'on a fait qui a permis à ces gens-là de rester chez nous? Pourquoi les gens sont partis? Donc, le partage des connaissances est important. L'autre élément dans le maillage, c'est certain aussi que pour nous, depuis qu'on a débuté, c'est de partager aussi nos connaissances avec les autres régions au Québec pour que les gens apprennent. Plus on apprend, plus on peut aller plus vite, puis on peut minimiser les risques d'erreur que les gens peuvent faire. Je prends juste au départ, il y avait des éléments importants qui étaient, entre autres, l'historique de crédit. On l'oublie souvent, mais lorsqu'on change de pays, on part à zéro, on n'a plus aucune historique de crédit. C'est pas tous des gens qui arrivent avec avec de l'argent, etc. Donc, comment on peut les accompagner? Le deuxième élément aussi très important au départ qu'on a mentionné, c'était là où la conjointe, souvent qui ne se trouvait pas un emploi. Donc, ces gens-là, souvent, arrivaient avec une formation X, Y, Z. Il y a des gens arrivaient, des fois, dans les premiers cas, les gens n'avaient même pas entrepris eux-mêmes leur propre processus d'immigration. Les gens, après ça, après s'être s'installer avec la famille, disaient, bien là, on va commencer, bien là, il faut que je débute mon processus, on vient de perdre 1 an et demi. Donc, il y a toutes ces choses-là qui est important de mettre sur pied, de partager dans le maillage pour s'assurer qu'on travaille mieux, qu'on a des meilleurs résultats et qu'on les partage avec les autres pour que tout le monde au Québec puisse bénéficier et qu'on soit capable de bien intégrer nos comités et nos nouveaux arrivants. Exactement. C'est tout à fait louable, en plus, que vous vouliez partager vos bonnes pratiques avec les autres régions du Québec. Là. Félicitations de l'État. Ta pâte à pizza, mais elle peut être un peu différente d'une personne à l'autre. Exactement. On n'est pas en compétition, là. On travaille ensemble. C'est super. Le point, entre autres, au niveau du maillage puis d'améliorer les pratiques, est-ce que vous pensez que dans une même industrie, on pourrait
s'aider entre entreprises au niveau de la reconnaissance des acquis? Des personnes pourraient se trouver certaines voies, par exemple, puis qui pourraient le partager avec le reste de l'industrie? Oui, certainement. On voit sur le terrain que des fois, des personnes immigrantes, surtout les conjoints-conjointes, ne vont pas exercer leur profession qu'ils avaient dans leur pays d'origine par manque de connaissances. Ils ne savent même pas qu'il est possible de faire reconnaître leurs acquis et leurs compétences. Donc, être en contact avec d'autres personnes immigrantes ou que les entreprises, déjà, en ayant l'information, puissent donner la bonne information aux personnes qui recrutent, aux familles de personnes qui recrutent. C'est une de nos suggestions d'abord. Donc, c'est vraiment passer les messages parce qu'il y a des mécanismes qui sont déjà mis en place, qui fonctionnent, mais qui doivent être... on doit davantage les promouvoir auprès des personnes immigrantes. Oui, c'est ça. Puis les entreprises qui trouvent les bonnes voies de passage aussi un petit peu plus rapides. Exactement, pour que les personnes puissent commencer à travailler dans leur domaine de formation. Exactement. Au niveau de la régionalisation, dans le même thème, finalement, la reconnaissance des acquis, est-ce que vous pensez, par exemple, que les formations professionnelles, les cégeps et les universités pourraient, dans des domaines précis de zones d'innovation, par exemple, ou de spécialisation régionale, pourraient aider les entreprises, puis consulter et travailler avec vous aussi au niveau de l'accélération, là, finalement? En fait, dans nos recommandations sur ce sujet-là, on recommande que la RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences qui est offerte par les cégeps, puisse être déployée également pour les travailleurs étrangers temporaires, particulièrement les travailleurs étrangers temporaires qui ont un permis ouvert. Donc, les conjoints, les conjointes pourraient rapidement, après, obtenir une reconnaissance des compétences. On salue par ailleurs la nouvelle de vouloir faire de l'évaluation comparative des diplômes, de s'assurer aussi que les autres professionnels puissent avoir donné leur accord avant l'arrivée des gens, parce que c'est vrai que sur le terrain, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une grande évolution au courant des dernières années. De plus en plus, les autres professionnels font des recommandations à partir de l'étranger. Donc, je pense que c'est le bon moment là, de saisir cette occasion. Je peux me permettre juste là-dessus. Aussi, ça a une importance aussi pour les entreprises dans la sélection des candidats. Lorsque les gens savent qu'ils sont capables d'avoir la reconnaissance du diplôme du candidat ou de la candidate avant qu'elle arrive, ça a plusieurs impacts, tant au niveau de la reconnaissance là, de diplôme pour le travail que la personne va faire, son salaire, et etc. Donc ça, c'est un autre élément. Il y a un autre volet aussi qu'on n'a pas mentionné, mais qui est aussi important. Ah. Vous arrêtez, la période impartie au gouvernement vient de se terminer. On va continuer, par contre, les échanges, cette fois avec le député d'opposition officielle, le député de Néliga, pour 12 minutes 23 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Toujours un réel plaisir de vous voir en commission parlementaire. Pas besoin de dire l'importance de Québec international. Vous l'avez démontré tout au long des années. La preuve, votre excellente mémoire. Je prends toujours le temps de dire et de remercier les groupes pour leur mémoire parce que c'est un travail en profondeur, une analyse extrêmement pertinente et je vous salue. J'étais quand même un peu... Je ne suis pas surpris de le constater. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous demander carrément que la zone économique métropolitaine de Québec doit être reconnue comme deuxième pôle de l'immigration. Ma question est très simple. Vos besoins sont des besoins permanents ou temporaires en termes d'immigration? Je vais prendre après. En fait, c'est un mélange des deux, mais je vous dirais que c'est essentiellement permanent. Mais il y a quand même un mélange des deux puisqu'il y a des besoins au niveau saisonnier, ça c'est certain. Il y a beaucoup dans le domaine agricole des besoins qu'on retrouve qui sont temporaires. Par contre, pour ce qui est des entreprises que Désolé, quel besoin? Je l'ai raté. Quel besoin, juste avant? Qui sont temporaires? Oui. Les travailleurs agricoles, à titre d'exemple. OK, c'est bon. Ça, c'est saisonnier. Ça reste essentiel. Oui, saisonnier. On veut le reconnaître, c'est certain. Mais pour ce qui est des entreprises accompagnées par Québec international, je dirais la majorité, voire l'entièreté, recherche des travailleurs qui vont rester au Québec à la suite de... Je pense que vous m'avez entendu avec le groupe précédent. Mais ce n'est pas grave, je vais répéter. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi un groupe qui se lève pour la région de la capitale nationale et je veux saluer. Aujourd'hui, on veut juste savoir la réalité terrain. Et je ne veux pas vous ramener sur des déclarations politiques. Vous êtes des experts et ce n'est pas votre but, c'est mon but. Je le fais. Quand on dit qu'il y a deux scénarios, 1 et 2,
40, 50 000, 60 000, désolé. Et on voit que davantage, il y a du temporaire. Et je veux ramener sur la langue française et le temporaire un peu plus tard. Les besoins de la capitale nationale pour qu'il puisse jouer son rôle, c'est notre capitale nationale. Vous les évaluez en termes de nombre de combien? Oui, il y a deux volets. Il y a plusieurs. Bon, je pense que même les gens qui ont été là avant nous ont émis certains chiffres. Je pense que globalement, la région de la capitale nationale fait face à différents défis. On est dans une situation de plein emploi depuis 2008. Les besoins des entreprises sont en croissance. Ça, c'est le premier élément. Donc, puis la diversité de l'économie fait en sorte qu'on a des besoins dans tous les secteurs. Vous avez entendu des gens tout à l'heure du secteur de la restauration qui ont mis qu'ils avaient des besoins. On a des besoins dans tous les secteurs, que ce soit le secteur hospitalier, même le secteur de l'enseignement. On est conscient de la situation là, qui pointe à l'horizon sur les différents secteurs. Donc, les besoins des entreprises, globalement, sont là. Si on regarde au nombre des postes vacants, la région de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches ont un nombre très important de postes vacants. Il y a deux autres facteurs aussi qu'il faut prendre en considération, le vieillissement de notre population. Et l'autre élément aussi qui est important dans la région de la capitale nationale, c'est qu'on a l'âge de départ à la retraite de la population active est plus basse et plus tôt que l'ensemble du Canada. Donc, pour différentes raisons, les gens quittent le marché du travail plus tôt. Et en plus de ça, un vieillissement de la population, faible taux de natalité, etc. Donc, pour nous, le volet de l'immigration est une des pistes de solution, comme d'autres qui sont proposées sur d'autres volets, la transformation numérique des entreprises, l'accélération de la productivité, etc. Il faut le faire. Et globalement, tu sais, quand on regarde, les besoins sont énormes à Québec et sur l'ensemble du territoire pour répondre à nos besoins. Vous savez qu'on a un défi majeur. Je sais que votre organisation est pro-régionalisation. Oui. Je ferai la même chose si j'étais dans votre place. À votre place. Les 3 dernières années, nous avons fait une planification. Est-ce que, au niveau de Québec international, ça a été un succès, la régionalisation des 4 dernières années? En fait, revenons juste à la dernière consultation. Oui. Est-ce que vous avez eu votre part du gâteau, si j'ose dire, gâteau, en termes de régionalisation de l'immigration? En fait, on voit une progression importante de la régionalisation. Au niveau temporaire, les travailleurs temporaires arrivent en région. Ça, c'est un phénomène quand même qui doit être souligné parce que c'est nouveau. Ça démontre tous les efforts que la communauté, en fait tous les efforts de notre organisation, mais des employeurs aussi. Ce qui veut donc dire qu'on a réussi le pari de l'attraction. Parce que quand même, longtemps, on se questionnait à savoir si on pouvait attirer en région des gens. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes puissent rester et devenir des personnes permanentes. C'est un excellent point. Et c'est là où moi, je veux être en mode, comment on peut vous aider? La différence, c'est que je ne veux pas faire un débat d'immigration, on va tous se perdre. Quand il s'agit de temporaire, là, il y a le regroupement familial. S'il n'arrive pas à avoir sa famille ou sa conjointe, les délais sont énormes. Ils sont rendus à 24 mois. Oui. Premier handicap. 2, l'enracinement, quand tu es temporaire, c'est très difficile. Le problème, c'est qu'on le met sur le fardeau des entreprises. C'est la raison... Oh, pardon. Non, mais allez-y. On échange, vas-y. Oui. En fait, c'est la raison pour laquelle on propose que pour les régions du Québec, on puisse bénéficier d'un programme de l'expérience québécoise pour les travailleurs étrangers qui soit continu. C'est un fast-track, si j'ose dire. C'est ça. Très rapide. Donc, vraiment, d'amener un avantage considérable pour une personne qui a fait le choix de région. Question de, comme je le disais tout à l'heure, poursuivre le cercle vertueux qu'on voit qui commence à arriver. Genre un temporaire qui vient à Québec pour s'installer, qu'il puisse avoir un accès accéléré à ses résidences permanentes via le PEC. C'est ce que vous demandez. Et un traitement continu également hors des cibles. Oui, c'est hors cible le PEC. Oui. Excellent. Voilà. Moi, je vous appuie parce que moi, j'ai choisi la région de la capitale nationale la première fois quand je suis venu. J'aimerais vous entendre sur la francisation des temporaires. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est la proposition de Madame la ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, dans la région de la capitale nationale, puis dans la plupart des régions au Québec, vous le savez, si les entreprises qui recrutent n'ont pas déjà, ne sélectionnent pas des candidates qui ont un niveau de français qui rencontrent les normes ou qui rencontrent les besoins des entreprises, la sélection ne se fait pas.
On pourrait laisser la parole à Lisa, mais on l'a vu dans plusieurs missions où des entreprises avaient présélectionné des candidates. La personne n'avait pas le niveau de français. Et ce qui, pour moi, est remarquable, c'est d'entendre la personne qui va se mettre à l'ouvrage et qu'un an, 2 ans plus tard, va réappliquer avec un niveau de français qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc, le facteur de la régionalisation, je vais dire un exemple. Si on veut réussir ici, puis une entreprise qui est ici va prendre des candidates qui doivent parler français. Mais désolé, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Vous êtes en train de nous dire que des gens qui appliquent, les entreprises vérifient le niveau du français, il n'est pas bon, ou la personne n'est pas assez, n'a pas assez les habilités pour travailler, et réapplique 2 ans plus tard, et le niveau a changé. Oui, on voit que certains candidats, ils appliquent une première fois dans le cadre d'une mission de recrutement. Ils n'ont pas un niveau de français suffisamment bon. Et 2 ans plus tard, on les encourage, en fait, d'entamer des études dans leur pays d'origine, de commencer à apprendre le français et de revenir un peu plus tard, que ce soit en contactant l'entreprise. Beaucoup d'entreprises laissent la porte ouverte pour que les candidats, quelques mois après, leur écrivent directement pour dire j'ai étudié, j'ai atteint un niveau. Et c'est aux frais du candidat. C'est le candidat qui suit ses cours pour être prêt à venir au Québec. Dans un... Et je vais arrêter Série. Ça, c'est Série, c'est pas moi. C'est Série qui a dit que ce n'est pas gentil, hein. C'est Série qui l'a dit. Je cautionne pas ça. C'est Série, c'est pas moi. Mais il n'y a pas beaucoup de candidats de la série, non. Hein? Mais sérieux, je trouve ça quand même très intéressant que vos entreprises encouragent les gens à améliorer leur français chez eux avant de venir. Donc, pour les contribuables québécois, c'est une démarche qui coûte $0 en termes de francisation. Hein? Pour la francisation, quand la personne est dans son pays d'origine, vous dites? Oui. Donc, il y a des frais que les candidats vont assumer, mais il y a quand même des remboursements qui sont possibles une fois que la personne obtient son CSQ. Donc, il suffit de choisir un partenaire en francisation qui est reconnu par les ministères de l'Immigration et la personne migrante, une fois sur le territoire, peut demander des remboursements. Excellent. Donc, au niveau de la francisation, pour les entreprises de la capitale nationale et pour vous, ce n'est pas vraiment un enjeu majeur, mais plus, je l'ai lu, c'est plus l'intégration. Vous voulez que le gouvernement fournisse un soutien, un accompagnement pour les entreprises afin de vous aider dans le processus d'accueil. Ça veut dire une fois ici sur place. Ce n'est pas vraiment le besoin. Si aujourd'hui, vous voulez formuler une demande urgente au gouvernement, c'est plus mettre l'accent sur l'accueil, sur l'accompagnement que sur la francisation? En fait, c'est à géométrie variable. On a parlé des PME là, qui vivaient des enjeux qui pouvaient être particuliers. On voit aussi l'importance de pouvoir avoir des équipes de mobilité internationale dans les entreprises qui sont de plus en plus autonomes, qui connaissent aussi les changements réglementaires, qui puissent aussi avoir la capacité de connaître les différents programmes d'immigration qui peuvent exister. Au niveau de l'accueil, je vous dirais... j'ai envie de dire que les entreprises sont très exigeantes quelquefois au niveau du français. Selon les postes, quand c'est des postes très qualifiés, elles sont exigeantes. Quand c'est moins qualifié, dans la région de Québec, quelquefois, on peut avoir des candidats qui ont une maîtrise du français qui est intermédiaire. Mais là où il ne faut pas oublier dans le spectre l'importance de la francisation, c'est au niveau des conjoints. Donc, on veut quand même garder ça comme priorité gouvernementale, d'assurer la francisation des personnes, des conjoints, parce que ça devient le défi rapidement pour la rétention des travailleurs qu'on a attirés, c'est l'intégration en emploi des conjoints. Un dernier point, vous avez suivi le débat sur le temporaire versus le permanent. Dans la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, j'ai rencontré les gens de Chaudière-Appalaches, juste pour votre information. Est-ce que nous sommes en train de combler des besoins permanents avec du temporaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le fardeau sur les entreprises au lieu d'avoir du permanent? On ouvre la porte au temporaire. Le fait, dans notre mémoire, de recommander que le programme de l'expérience québécoise revienne avec une exigence de travail d'1 an, c'est exactement dans un but de ne pas devoir renouveler les demandes de permis de travail pour enlever et alléger ce fardeau, je dirais, de procédure administrative. On s'entend qu'avec les 2 scénarios sur la table, vos entreprises et la région vont continuer à vivre avec le temporaire et non pas du permanent.
On propose, que le PEC soit continu au niveau de la régionalisation. C'est une excellente proposition. On va veiller à ce que Madame la ministre essaye de la mettre en application parce que les besoins sont criants, pas besoin de le dire. On le voit, la région souffre, que ce soit à Chaudière-Appalaches ou à la capitale nationale. Merci pour votre passage, très apprécié. Merci à vous trois. Merci, Monsieur le député. Alors, on va poursuivre, mais là, je viens de comprendre que si jamais il y a une pénurie de main-d'œuvre comme présidente d'Assemblée, on va prendre série. On va poursuivre nos travaux, donc, et terminer cette dernière ronde d'échange avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup. D'abord, mémoire extrêmement solide, je dois le dire. Hein. Je ne veux pas faire de compétition entre les mémoires, mais l'ancien chargé de cours d'université en droit de l'immigration en moi est impressionné. Donc, bravo, bravo. Je me suis posé plusieurs questions sur la régionalisation dans la préparation de cette commission, bien évidemment. On s'est tous posé ces questions-là, je pense. C'est sur les mesures tangibles qu'on peut prendre. Et j'en ai compté, je ne sais pas combien dans votre mémoire, des trucs super concrets, tangibles qu'on peut mettre en application. Vous parlez d'adopter un modèle comme le Canada Atlantique. C'est effectivement, vous êtes les premiers à parler de ça et c'est effectivement une très bonne proposition. Vous parlez de IMT ouverte. Pourquoi pas une IMT ouverte seulement pour les régions, puis Montréal reste le IMT fermé? Je veux dire, c'est une proposition. Vous parlez que toute la hausse se destine aux régions, la hausse de l'immigration. Je trouve ça très intéressant. Vous parlez au retour du PEC d'antan. Pourquoi pas peut-être que pour les régions? Je me pose des questions. Vous parlez des points supplémentaires dans la grille pour les gens établis ou par la grille d'invitation en région. Vous parlez de rondes d'invitation spécifiques pour les régions. Vous parlez d'une approbation rapide d'offres d'emploi validées en région. Bref, vraiment plusieurs mesures régionalisantes. Donc, bravo. Ce sont toutes des choses hyper concrètes qu'on pourrait mettre de l'avant. Nous, on a mis au jeu ce qui s'appelle le PEC régionalisation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je parle d'un PEC ouvert pour tous, donc toute catégorie d'emploi. On revient à l'ancien 0 ABCD de la CNP. 12 mois pour hors Montréal et on garde 24 mois à Montréal. Comme ça, il y a un avantage région. Ça prend 2 fois moins de temps pour se qualifier en région ou hors Montréal, en fait. Pas de frais de traitement. Donc, les candidates seraient exemptés pour une famille autour de 1 500 $ de frais d'exemption. Et on les traite tout de suite, en priorité, au-dessus de la pile, avant toutes les demandes qui viennent du Grand Centre de Montréal. Des genres de mesures structurantes comme ça, est-ce que ça peut répondre à vos besoins? En fait, vous voyez clairement à travers notre mémoire que notre objectif numéro 1, c'est de régionaliser davantage l'immigration et on est un acteur de premier plan pour aider le gouvernement à le faire. On a des actions concrètes en ce sens et le gouvernement peut compter sur nous pour favoriser l'attraction en région. On a décidé d'en mettre plus que moins en se disant que plusieurs de ces idées-là pourraient éventuellement être des accroches. Alors moi, ma conclusion et notre conclusion, c'est que toute mesure qui serait en faveur de la régionalisation, on va l'applaudir. Et c'est pas toujours, vous ne le faites pas nécessairement dans un objectif de gagner sur Montréal, par exemple. Hein? Par contre, il y a l'attractivité de Montréal, il y a l'espèce de gens qui se destinent vers ça qu'on veut essayer de décentraliser. Moi, c'est quelque chose que je vous soumets. Est-ce qu'on ne doit pas, donc, structurellement créer des avantages régions par rapport à Montréal, donc assouplir des choses pour les régions, mais ne pas les assouplir dans l'ensemble des programmes. Donc, mettons, de ne pas faire un PEC travailleur simplifié pour tout le Québec, mais de le permettre seulement hors Montréal. On est très sensible aux enjeux de rareté de main-d'œuvre pour certains secteurs à Montréal. On pense que la métropole doit être forte, elle doit bien se positionner à travers le Québec, à travers le Canada et à travers le monde. Là où on a mis l'emphase également, puis on le porte à l'attention, c'est que les besoins de main-d'œuvre sont plus diversifiés en région. Alors, on demande une attention particulière pour certains postes qui sont davantage difficiles à recruter en région que ça ne pourrait l'être à Montréal. Je vous laisse avec une dernière question parce qu'il reste 20 secondes. Si on avait dit, si la proposition, ça avait été 70 000, mais que la plus-value va tout en région, qu'est-ce que vous auriez dit? Bien, je vais commencer par répondre à ce que j'allais dire avant, c'est qu'on a des secteurs dans la région de Montréal, entre autres l'aéronautique, qui sont très présents dans la région de la métropole. On a des entreprises qui font de l'accompagnement autour de différents secteurs, de la plasturgie, des composantes, qui sont en région, mais le secteur de l'aérospatial, il est concentré sur Montréal.
Il y a une stratégie gouvernementale sur la batterie aussi qui va prendre place en région. Donc, il faut être ouvert à voir comment on peut répondre à ces besoins-là qui vont être spécifiques. Terminé. Merci. Pardon. Le temps est écoulé. Merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. C'est vraiment intéressant, enrichissant.